Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur Tchad Info TV. C'est avec un réel plaisir que nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour un autre numéro de votre émission Face à Face. Le 10 octobre dernier, le Tchad a célébré ses 20 ans d'exploitation du pétrole et par la même occasion l'an 1 de la deuxième phase de la transition. Nous avons sur ce plateau deux invités pour discuter de ces deux événements majeurs. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir sur ce plateau pour vous et chez vous M. Kébir Mahamat Abdoulaye. Il est économiste et directeur des statistiques et de la communication de l'autorité de régulation des marchés publics. Bonsoir M. Kébir et merci de répondre à notre invitation. Bonsoir et bonsoir aussi à mon ami et conseiller M. Béral. Et je dis aussi bonsoir à tous les téléspectateurs de Tchad Info, la nouvelle chaîne de télévision, sa version maintenant télé, après la version presse média, et aussi à toute l'équipe technique et surtout aussi aux amis, aux compatriotes qui sont à l'intérieur du pays, y compris à l'extérieur du pays, qui suivent régulièrement votre émission qui est beaucoup suivie et je vous encourage beaucoup dans ce sens. Merci M. Kébir. M. Kébir a déjà introduit notre deuxième invité en la personne du conseiller national M. Béral Mbaïkoubou, que nous avons l'honneur et le plaisir de le recevoir sur ce plateau pour vous et chez vous. M. Béral, il est conseiller national au Conseil national de transition. Bonsoir et merci de répondre à notre invitation. Bonsoir à toutes et à tous et merci de l'invitation. Merci. Alors, nous allons, comme je le disais à l'entame de cette émission, il y a deux événements majeurs. Le Tchad a célébré le 10 octobre dernier les 10 ans d'exploitation de pétrole et par la même occasion l'an 1 de la célébration de la deuxième phase de la transition. Alors, quelle réalisation remarquable peut-on célébrer 20 ans après le début de l'exploitation du pétrole, M. Kébir Mahamat, vous qui êtes économiste? Très bien, il n'est pas facile de dresser un bilan de 20 ans de l'exploitation du pétrole du Tchad. Vous savez, la situation économique, sociale du Tchad et politique, ceux qui connaissent avant l'ère pétrolière et après l'ère pétrolière, ceux qui ont vécu, assisté, voire même font des recherches, vont constater qu'il y a une amélioration, il y a un progrès, il y a un développement substantiel que tout le monde peut observer à travers les infrastructures, à travers aussi des réalisations dans les domaines divers, et aussi au niveau du renforcement des institutions de l'État, renforcement de la consolidation aussi de l'État en termes de développement, en termes de sécurité, en termes aussi capital humain, parce que vous savez, en 2000, j'étais stagiaire à la cellule économique. Là, à l'époque, voilà, donc l'État est en train de se préparer pour l'ère pétrolière. Et je vous donne quelques chiffres. À l'époque, en 2000, le nombre de fonctionnaires tchadiens, c'est 23 000. Nous avons 23 000 personnels civils de l'État. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement un peu plus de 90 000 en dehors des personnels militaires qui comprend les forces de défense de sécurité, en dehors aussi des personnels de la police. Donc aujourd'hui, on peut estimer autour de 150 000 en termes des employés de l'État. C'est-à-dire l'État prend en charge chaque année pour faire face à cette masse salariale. À titre d'exemple, en 2000, la masse salariale par mois, c'est autour de 2-3 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 35 milliards de francs CFA. Vous voyez donc au niveau même budget de l'État, en 2000, le budget de l'État, c'est autour de 250 milliards de francs CFA. Je parle avant le pétrole, autour de 250-300 milliards de francs CFA. Puis après l'exploitation, le budget de l'État s'est multiplié par 3, voire même par 4. À titre d'exemple, aujourd'hui, dans l'exercice budgétaire 2023, le budget de l'État est évalué autour de 1885-86 milliards de francs CFA. Donc ça, c'est un exemple très précis. Au niveau du PIB, par exemple, en 2000, le PIB du Tchad, c'est autour de 4 milliards de dollars. Aujourd'hui, nous sommes autour de 12 milliards de dollars. Vous voyez donc qu'il y a eu un progrès significatif dans les domaines des finances publiques, dans les domaines aussi de développement économique des infrastructures. D'autres chiffres, si vous me permettez,
En 1990, avant même 2000, le Tchad ne possède même pas 300 km de route bitumée. Aujourd'hui, les réseaux de routes bitumées du Tchad, nous ne sommes pas très loin de 3000 km de route bitumée. Avant, les pétroles pour aller d'Indiamena à Béché, vous pouvez faire 2 jours, 3 jours, voire même 4 jours. Et aujourd'hui, à moins de 24 heures, vous pouvez aller à Béché, vous pouvez aller à Moundou, vous pouvez aller ailleurs. Et tout cela, donc, grâce aux revenus du pétrole, même si on va aussi parler sur les aspects aussi négatifs, parce que tout n'est pas, comment on appelle ça, le meilleur. Très bien. Voilà, donc voilà, ça c'est quelques chiffres pour vous indiquer au niveau des infrastructures scolaires universitaires. En 1914 jusqu'à 2000, pour ceux qui connaissent le système éducatif tchadien, nous avons une seule université. Aujourd'hui, comme vous voyez, donc, nous avons une dizaine des universités à travers le pays, des instituts, aussi des instituts supérieurs de formation à ce niveau. Et quand j'avais fait mon baccalauréat, nous sommes, nombre de candidats, nous sommes autour de 7000. Aujourd'hui, c'est plus de 90 000 candidats et plus de 40 000 des élèves obtiennent leur baccalauréat. Vous voyez donc, nous avons connu un progrès économique, un progrès social, et l'argent du pétrole a permis aussi à renforcer les capacités de notre armée. Aujourd'hui, notre armée est considérée parmi la plus performante au niveau de l'Afrique centrale, même au regard d'autres pays. Beaucoup d'argent a été investi dans les dépenses militaires. Et pour finir rapidement, permettre à mon ami Béral aussi d'intervenir. Donc, malgré tout ça, malgré ces évolutions que je viens de citer, la pauvreté et la vulnérabilité sont encore beaucoup présentes. On reviendra justement, on reviendra sur les inconvénients, on reviendra sur ce qui n'a pas pu être fait après 20 ans d'exploitation du pétrole, mais on revient avec le conseiller national Béral Mbaïkoubou. Avant 2003 et après 2003, 20 ans après, qu'est-ce qui a changé avec le pétrole? Bah écoutez, je ne partage absolument pas l'optimisme de mon vis-à-vis, M. Kébir, parce que moi, mon bilan, il est un inventaire très simple. 20 ans de pétrole plus tard, le Tchad est sans énergie. On n'a pas d'électricité. Pour l'exemple, en venant de chez moi pour vos studios ici, à moins qu'elle ne soit arrivée après moi, sinon cela faisait une semaine que je n'ai pas d'électricité. Et je vous assure, je ne viens pas de Bébidja, je viens de Moursal, j'habite Moursal. Donc, 20 ans de pétrole, 63 ans d'indépendance, pas d'électricité, ne serait-ce que dans la capitale. N'osons même pas parler de l'intérieur du pays. Pour moi, 20 ans de pétrole, c'est un État qui continue encore à loger une majeure partie de ses administrations dans des locaux individuels qui sont loués. Allez comprendre comment est-ce que des individus sont devenus plus riches que l'État pour que des institutions, parfois régaliennes, aient besoin d'être logées dans des bâtiments loués à des particuliers, y compris ma propre institution, le Conseil national de transition, donc l'institution parlementaire, dont certaines commissions permanentes et certains bureaux de groupes parlementaires sont logés dans des bâtiments loués à des individus. Pour moi, 20 ans de pétrole, c'est également beaucoup d'armes qui ont été achetées. Et comme nous n'avons pas de guerre, ces armes sont retournées contre nos propres populations au moindre mouvement. Donc je ne sais pas si c'est un progrès. Après 20 ans de pétrole, c'est la suppression du fonds destiné aux futures générations qui a été supprimé quelques années après, alors que c'était quelque chose de particulier qui a été souligné dans le projet d'exploitation du pétrole tchadien. On a enlevé ce fonds immédiatement pour investir justement dans l'armement. Et aujourd'hui, notre pays, en dépit de tous les chiffres que M. Kébir a énumérés, se trouve surendetté. De 2008 à 2013, notre pays a connu pendant 5 années un budget excédentaire, c'est-à-dire qu'on a gagné plus d'argent qu'on avait prévu. Malgré cela, juste 2-3 ans plus tard, c'est-à-dire en fin 2015-2016, vous avez connu ce qu'on appelle les 16 mesures, à la moindre chute du prix du baril du pétrole, parce que nous avons attaché tout notre destin à la queue du baril de pétrole, au mépris de l'agriculture, au mépris de l'élevage, qui sont 2 domaines qui nous ont portés pendant des dizaines d'années avant que ne jaillisse le pétrole. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, le tissu industriel que le Tchad avait,
qu'il s'agisse du domaine de l'exploitation, de la production du sucre, la production du textile, la production de l'huile, la production du savon, qui faisait notre fierté à l'époque, sont tous partis en vrille. Tous ces tissus ont disparu. Alors, je ne comprends pas. Comment est-ce qu'un pays peut plus mal se porter lorsqu'il gagne mieux? Ça, c'est une logique que personnellement, je ne comprends pas. Même le réseau routier dont M. Kébir a parlé, qui était l'arbre doré qui cachait la forêt de misère et de corruption, aujourd'hui, on ne peut plus le présenter comme une évolution. Parce que au bout de quelques années, toutes ces routes sont aujourd'hui percées de nids de poules. Et le temps expéditif qu'on l'on mettait au début de l'existence de ces routes-là pour arriver à Moundou ou à Béché, ça c'est du passé. Monsieur Kébir n'est certainement pas au courant. Mais aujourd'hui, pour aller à Moundou, au lieu de 5 heures, pendant qu'on avait les routes, on est retombé dans les 10-12 heures, comme cela se faisait avec les mauvaises routes avant. Tout cela, malgré l'existence du fonds d'entretien routier, qui est apparemment fonds d'entretien du régime finalement, parce que ça va dans les poches des individus qui appartiennent au sérail, au pouvoir, et nos routes sont complètement détériorées avec les conséquences sur le transport, les accidents routiers, etc., que vous savez. Donc pour moi, 20 ans de pétrole, s'il y a quelque chose, je m'efforce même à trouver quelque chose de positif, on a légèrement augmenté le gain des fonctionnaires. Mais si vous augmentez le salaire des fonctionnaires, alors que la déflation va bon train, alors que le pouvoir d'achat n'est pas contrôlé parce que le marché est complètement sauvage et des commerçants véreux ont une carte verte pour s'acharner sur les populations avec des prix complètement fictifs, vous n'arrivez à rien. Donc pour moi, le pétrole est davantage venu enrichir des individus plutôt que aider au développement de la population. Je ne pourrais pas parler plus longtemps, mais je reviendrai parce que quand M. Kébir parle des progrès sociaux, du nombre d'élèves qui a augmenté, etc., parlons de la qualité de ces élèves, parlons de la qualité de ces bâtiments. Nous allons revenir avec vous parce que tout à l'heure, vous avez parlé de l'agriculture et de l'élevage qui étaient les deux piliers fondamentaux de l'économie tchadienne avant le pétrole. Donc, nous allons, avant de revenir à ça, nous allons revenir vers M. Kébir Abdoulaye. Tout à l'heure, vous étiez en train de commencer à dire que le pétrole, oui, ça a servi à quelque chose, mais il y a aussi des choses qui n'ont pas pu être faites. Selon vous, qu'est-ce qui aurait pu être fait avec l'argent du pétrole, mais qui n'a pas été fait jusqu'à là? Effectivement, après l'exploitation du pétrole jusqu'à nos jours, le pétrole a rapporté autour de 20 milliards de dollars. Le pétrole a rapporté au Tchad autour de 20 milliards de dollars en 20 ans. Les 20 milliards, dans ces 20 milliards, effectivement, ont servi à financer des projets de développement, des infrastructures. J'ai donné quelques chiffres. Et au-delà de ça, l'objectif même de l'exploitation du pétrole, c'est de lutter contre la pauvreté et encourager le développement du Tchad. Parce que le Tchad fait partie parmi les 10 pays pauvres au monde. Avant l'exploitation du pétrole, le PIB par habitant, moins de $200. Et le niveau de la pauvreté, c'est au-delà de 70% de la population. Donc l'objectif principal de l'exploitation du pétrole, dont la Banque mondiale a porté sa caution, qui a soutenu, parce que vous savez, à l'époque, il y a beaucoup des hommes politiques, voire même des organisations de la société civile, ont dénoncé ces projets. Et certains ont même participé pour que ces pétroles ne soient pas exploités. Finalement, donc, le pétrole a été, la Banque mondiale, qui était un partenaire du Tchad depuis longtemps, a apporté sa contribution. Et l'opérateur principal à l'époque, c'est ESSO, avec Chevron. Qu'est-ce qui aurait dû être fait qui n'a pas été fait, M. Kébir? Moi, je voudrais soulever quelques aspects. C'est-à-dire, on n'a pas véritablement utilisé l'argent du pétrole pour lutter contre la pauvreté. Parce qu'aujourd'hui, la pauvreté et la vulnérabilité sont beaucoup présentes dans les pays. 43% des Tchadiens vivent dans la pauvreté, avec moins d'$1 par jour. Et aussi, quand vous prenez d'autres indices, d'autres indicateurs sociaux, par exemple, le taux de mortalité au Tchad reste encore élevé. Les taux aussi des Tchadiens qui n'ont pas accès à certains services de base, l'éducation, l'école, demeurent encore élevés. La question aussi de l'énergie. Effectivement, après 20 ans d'exploitation,
les niveaux de développement, surtout en matière de l'énergie, demeurent encore relativement faibles. Moins de 10% des Tchadiens ont accès à l'électricité. Normalement, on devrait avoir un niveau encore plus élevé à ce niveau. Contrairement à ce que mon ami Beral qui disait, effectivement, au niveau des réseaux routiers, c'est-à-dire que les routes, la construction des ouvrages routiers, à ce niveau, en dehors des pistes qui aménagées, je parle de routes bitumées. Aujourd'hui, quand vous avant, de N'Djamena pour aller presque à Ngouri, qui est à peu près 300 km de N'Djamena, moins de 300 km de N'Djamena, vous faites parfois 2 jours. Et en saison de pluie, parfois même 3 jours. Mais aujourd'hui, en 3 heures de temps, vous pouvez quitter N'Djamena pour aller à Ngouri, qui est ma région. C'est là où je vous dis que ces chiffres-là sont en train de changer. J'ai emprunté cette route il y a à peine quelques semaines, donc la route est praticable et vraiment on peut amener. Non, monsieur Beral, en matière de gestion de route, il y a ce qu'on appelle les entretiens. Oui, que fait le fonds d'entretien? Le fonds d'entretien routier, c'est-à-dire nos péages, ils servent à quoi? C'est-à-dire, c'est une route bitumée. doit bénéficier un entretien de façon régulière. C'est pourquoi ce fonds est créé. Et je sais aussi, il y a des critiques qui sont parfois fondées sur la qualité de ces ouvrages. On connaît aujourd'hui certaines entreprises qui ont gagné des marchés dans les constructions de routes bitumées, ont failli à leur engagement, c'est-à-dire que les routes n'ont pas respecté les normes. D'accord. Ça existe parce que la dégradation, quand vous voyez la dégradation, c'est une route. Parce qu'une route bitumée qui a une garantie pendant 10 ans. C'est pendant 10 ans l'entreprise doit garantir la qualité des ouvrages de route. Donc, mais si une route construite en moins de 5 ans se dégrade, donc ça pose un problème au niveau de la qualité. Monsieur Kébir, le pétrole aurait dû permettre d'endiguer ou soit d'améliorer la condition des Tchadiens côté pauvreté, ce que vous avez soulevé. Vous avez soulevé également l'énergie. Alors nous revenons au conseiller Beral. Vous avez tout à l'heure souligné, comme je le disais, un aspect très important. Avant l'exploitation du pétrole, l'économie tchadienne reposait essentiellement sur l'agriculture et l'élevage. Comment le Tchad devrait se prendre pour gérer la dépendance à l'égard du pétrole à long terme? Tout à fait. En fait, l'élevage et l'agriculture, que tout le monde dit avec une phrase consacrée, qui sont les 2 mamelles de l'économie, on a toujours dit ça, c'était à raison qu'on a sorti cette formule. Mais aujourd'hui, cette formule n'est pas valable parce que à l'arrivée du pétrole, plutôt que de l'utiliser pour muscler ces 2 domaines qui nous ont portés à bout de bras pendant des décennies, nous n'avons rien fait d'autre que tourner le dos à ces 2 secteurs-là pour adosser toute notre économie sur le pétrole, exclusivement, aucune diversification. Et aujourd'hui, lorsque le pétrole, on le sait, c'est un produit de rente, le prix vacille. On ne peut jamais être sûr que le pétrole va continuer d'augmenter de prix comme c'est le cas maintenant. Demain, ça peut chuter de manière vertigineuse. Et on sait également que le pétrole est une denrée hautement géopolitique. Ceux qui le produisent, ceux qui l'achètent, l'utilisent comme arme quelquefois pour se déstabiliser les uns les autres. Donc nous ne pouvons pas nous le livrer à un produit comme celui-là qui n'est pas du tout stable. Tout au plus, ça aurait dû être une chance pour booster les secteurs légendaires qui nous ont portés jusqu'à l'arrivée du pétrole. Aujourd'hui, même des pays qui sont allés sur la Lune, qui découvrent l'espace, qui produisent dans l'aéronautique, qui ont des découvreurs savants, etc., n'abandonnent pas l'agriculture, à l'exemple de la France, des États-Unis, de l'Allemagne, etc., parce que ce sont des investissements sûrs. Nous, non seulement nous avons abandonné l'agriculture en nous interdisant d'y investir de l'argent et de la moderniser, nous avons été surtout désinvoltes quant aux questions environnementales de l'exploitation du pétrole. Avec les différentes entreprises qui sont installées ici, l'État ne s'est pas montré exigeant quant aux conditions écologiques de l'exploitation de ce pétrole-là. Ce qui fait que,
en plus de n'avoir pas été financés par l'argent du pétrole, les agriculteurs et les éleveurs encaissent les retombées collatérales de l'exploitation du pétrole en termes de dégradation de sol, en termes de déformation de notre couvert végétal, en termes de maladies sur notre cheptel d'élevage, etc., etc. Donc, on a infligé une double punition à nos secteurs mères, c'est ceux qui nous ont portés depuis l'indépendance jusqu'à l'arrivée du pétrole, comme dans un mouvement d'ingratitude collective, nous avons tourné le dos à ces secteurs. Et c'est plus tard, en 2016, lorsqu'il y a eu dégringolade du prix du pétrole sur le marché, que les autorités publiques, en particulier le défunt maréchal, se réveillent pour nous dire « Allons, retournons vers la terre. Il faut retourner vers la terre. Il faut diversifier l'économie. » Mais comment voulez-vous diversifier l'économie lorsque vous avez déjà dilapidé tout l'argent qui aurait pu servir à ces genres de projets? Autre chose que je voulais dire tantôt, quand M. Kébir s'appuie sur des chiffres macroéconomiques, moi, ce sont des chiffres qui ne me convainquent pas beaucoup. Parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est l'impact direct sur les populations. C'est le sachet. Vous avez bénéficié personnellement de l'impact. C'est le sachet où mais personnellement, ça ne m'intéresse pas. Ce sont mes compatriotes qui m'intéressent. Non, un exemple. Moi, je ne parle pas de mon cas personnel. Non, un exemple non, avec vous. Je parle de la généralité. Vous savez, les chiffres, monsieur le journaliste, les chiffres macroéconomiques, c'est quoi? C'est un mirage. Non, ce n'est pas un mirage. Par exemple, c'est comme là où je suis. Je vous dis que moi, j'ai 3 bijoux ici. En théorie, chacun de nous peut avoir un bijou. Puisque nous sommes 3, j'en ai 3. Mais dans la réalité, tous les 3 m'appartiennent. C'est ça les chiffres macroéconomiques. On dit qu'on a gagné 20 milliards de dollars. Mais les 20 milliards de dollars, la grande partie est du côté de qui? On a utilisé cet argent pour la corruption des partis politiques, c'est-à-dire inventer des candidats, par exemple, lorsque l'opposition boycotte les élections, on fabrique des candidats. On a essayé ça pour corrompre les exploitants, comment dire, les entrepreneurs de la violence, c'est-à-dire ceux qui créent des rébellions pour considérer le sang de leurs concitoyens comme de l'or rouge. On a utilisé cet argent pour les corrompre afin qu'ils rentrent. On a utilisé cet argent pour fabriquer une fausse société civile afin de contrer la vraie parce qu'on ne veut pas entendre des voix discordantes. On a utilisé cet argent que pour des choses qui vont à l'encontre. On a abandonné l'agriculture, on a abandonné l'agriculture, on a abandonné l'élevage. On a abandonné l'élevage. Je crois que mon ami le conseiller Béral, il est conscient que le revenu du pétrole, depuis 20 ans, a permis d'améliorer de façon substantielle les conditions de vie des Tchadiens de façon générale, puisque le PIB par habitant, en 2000... Je vous dis, les chiffres macroéconomiques ne servent à rien. Parlez du concret. Parlez du concret. Ne distrayez pas les gens. Ne distrayez pas les gens avec de l'abstrait. Si vous avez pour une fois, c'est moi qui suis philosophe qui vous demande de quitter l'abstrait. Parlez du concret. Monsieur Béral, monsieur parlons un à un et pour mieux se comprendre. Oui. Les indicateurs socio-économiques permettent d'analyser et de prendre aussi des décisions. Mais sans les chiffres, ils sont également un mirage. Vous êtes un pays sans statistiques. Comment vous allez faire? Comment vous allez planifier le développement puisque nous n'avons pas de statistiques? Tout à l'heure, vous avez donné toute une batterie de chiffres. Moi, je ne sais pas où est-ce que vous êtes allé les chercher, mais vos nombres de fonctionnaires, etc., c'est complètement fictif. Il n'y a pas de statistiques dans ce pays. Les statistiques sont là. Il n'y a pas de statistiques. Et si vous ne vous intéressez pas aux statistiques, ça c'est votre problème. Mais c'est sur la base de ces statistiques qu'on peut démontrer, analyser, évaluer et prendre des décisions et faire la comparaison. Aujourd'hui, sans les statistiques, comment nous pouvons savoir quelle quantité de pétrole nous avons vendu, quels revenus que nous avons pu gagner, qu'est-ce qu'on a pu... Où sont-elles les statistiques? Vous votez chaque année le budget de l'État. Donc, si les chiffres ne constituent pas, je ne sais pas, un élément important dans l'analyse économique et politique, et pourtant, chaque année, ils votent. Au niveau d'abord, il était député avant d'être... Monsieur Kébir Mamat, vous êtes économiste. Donc voilà, je vais revenir. Comment le Tchad va gérer sa dépendance à l'égard du pétrole à long terme? Effectivement, ça c'est un point important que je voudrais faire ça. Normalement,
moi, je n'étais pas parmi les décideurs planificateurs de la gestion du pétrole. Si j'étais parmi les décideurs ou mes hauts responsables qui pilotent donc, la gestion du pays, parce que moi, je n'ai pas été associé donc, dans la gestion du pays et du revenu du pétrole, on n'a pas pu, grâce au revenu du pétrole, diversifier l'économie tchadienne. Aujourd'hui, le PIB, le pétrole représente 34% du PIB. Aujourd'hui, les recettes pétrolières représentent plus de 90% de nos recettes d'exportation. Aujourd'hui, les revenus du pétrole, les recettes pétrolières représentent plus de 60% du budget de l'État. Vous voyez? Donc, la dépendance vis-à-vis du pétrole a un peu éclipsé les priorités dans d'autres secteurs, l'agriculture, l'élevage, les secteurs aussi du tourisme. On n'a jamais pu développer les secteurs du tourisme, les secteurs des technologies, les secteurs... Donc beaucoup de secteurs ont été négligés pendant ces 20 ans d'exploitation du pétrole. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai parlé, l'indice de développement humain du Tchad reste encore faible. Et tout à l'heure j'ai parlé aussi, le taux de pauvreté au Tchad demeure encore faible. Donc on n'a pas pu beaucoup diversifier l'économie tchadienne grâce aux revenus du pétrole. On a beaucoup dépensé dans l'armée. En 2008, 8% du PIB est consacré à l'armée. C'est aujourd'hui très difficile d'avoir des statistiques sur les dépenses militaires du Tchad. On a aussi beaucoup consacré dans les opérations militaires en dehors du pays. Donc, en réalité, le pétrole n'a pas permis, c'est-à-dire que là, je parle de ceux qui ont géré le pays pendant 20 ans d'exploitation du pétrole, n'ont pas pu vraiment diversifier l'économie tchadienne et le Tchad demeure encore très dépendant. Et par ailleurs, le pétrole tchadien même, c'est pas aussi un revenu aussi important qu'on le pense. Au début de l'exploitation du pétrole jusqu'à 2012-13, le Tchad exporte à peine 150 000 barils par jour. Aujourd'hui, le pétrole du Doba a connu une chute à cause de l'exploitation des réserves parce que c'est 980 millions de barils de réserves. Vous voyez, donc vous n'avez même pas 1 milliard de barils de réserves. Quand vous comparez par exemple un pays comme le Nigeria qui produit 2 millions de barils par jour, quand vous comparez un pays comme l'Arabie Saoudite, plus de 10 millions de barils par jour, l'Algérie avec 1,5 million de barils par jour, le Tchad ne produit pas beaucoup de pétrole. Très bien. Aujourd'hui, nous allons revenir avec le conseiller Béral. Quelles sont les perspectives, quels sont les défis politiques et sociaux liés à l'industrie pétrolière au Tchad, notamment en ce qui concerne la distribution équitable des bénéfices? La distribution équitable des bénéfices, je pense que ça relève d'une question politique. Nous avons un logiciel politique au niveau du gouvernement qui n'est absolument pas fonctionnel, qui n'est pas opérationnel et qui n'apportera rien au peuple tchadien malheureusement. Pourquoi est-ce que je dis cela? Nous sommes en train de marcher vers des consultations futures à l'issue de notre transition et au vu simplement de la manière dont toute cette machine est mise en marche avec beaucoup de malhonnêteté, avec beaucoup d'insincérité, avec beaucoup de violence, etc., on ne peut pas atteindre grand chose. Cependant, ce que l'on pourrait faire, s'il nous reste encore la moindre flamèche d'amour pour notre patrie, nous pouvons réorienter les choses. La première chose, c'est de diversifier notre économie. En quoi faisant? Le pétrole peut rester le carburant des secteurs qui sont beaucoup plus durables, à savoir l'agriculture, l'élevage, l'économie numérique, etc. On peut également, et là ce n'est qu'une question de loi et de volonté politique si on le veut, rendre le climat des affaires beaucoup plus attirant pour que des investisseurs extérieurs puissent venir nous aider parce que l'État seul ne peut pas être pourvoyeur d'emplois à tous les niveaux. Mais aujourd'hui, le Tchad est un coupe-gorge fiscal. Il est d'un point de vue législatif complètement illisible. Vous ne savez jamais à quel moment les lois changent, ni pourquoi, ni comment. Et lorsque l'on parle tout le temps d'auto-entrepreneuriat, auto-emploi, etc., mais le moindre jeune qui va ouvrir un cybercafé, qui va ouvrir une laverie, qui va ouvrir une blanchisserie, qui va ouvrir une pâtisserie ou bien encore un café juste pour essayer de s'auto-employer. Demain, vous avez les services de l'État sur son dos pour l'étouffer avec des taxes complètement idiotes, avec un système fiscal que personne n'arrive à lire. Donc tout ça, ça relève davantage de la politique. Je crois que le fait, ce que M. Kébir vient d'énumérer comme rapport de
de force quant à la production pétrolière en comparant au Nigeria, à l'Algérie ou encore à l'Arabie Saoudite. Ce sont des pays grands producteurs de pétrole. Oui, je veux bien. La proportion, il faut voir également la proportion par rapport au nombre d'habitants. Ce que nous gagnons avec notre pétrole, s'il y avait de la gestion vertueuse, cela suffit largement pour faire avancer notre pays. Pourquoi on utilise le pétrole? Pour faire reculer le pays. Des individus ont tout empoché. Il faut dire cette réalité comme telle. Il faut dire cette réalité comme telle. Lorsqu'on vous fait une comédie du genre mécanisation de l'agriculture, et puis on vous achète quelques tracteurs, que les paysans payent 10 000 francs au début, après c'est 20 000, maintenant je ne sais même pas c'est à combien, je ne sais même pas combien de tracteurs fonctionnent en plus de ça. Est-ce que si on est honnête, on peut appeler l'acquisition des tracteurs, on va l'appeler avec une aussi grosse expression que mécanisation de l'agriculture? Non, la mécanisation de l'agriculture induit l'existence de beaucoup d'autres outils modernes dans l'agriculture, mais pas seulement les tracteurs. Alors, pas seulement les tracteurs. Je voudrais souligner aussi. Il faut arrêter. Je voudrais aussi souligner que la croissance démographique, la population du Tchad aussi a beaucoup augmenté. Par exemple, quand en 1960, le Tchad n'a que 3 millions d'habitants. Et en 2000, la population du Tchad ne dépasse pas 7 millions. À peine 7 à 8 millions. Mais aujourd'hui, nous sommes autour de 17, dans bientôt 18 millions. Donc nous avons un taux de croissance démographique de l'ordre de 3,4% par an. Pas pour ça. C'est-à-dire c'est pas pour ça qu'on ne peut pas avoir c'est pas pour ça qu'on ne peut pas avoir des dispensaires. Non, j'ai dit parce que on peut avoir des dispensaires, non? J'ai dit le développement économique d'un pays, il faut prendre en compte aussi les facteurs population. Lorsque la population croît plus vite que la production nationale, effectivement, vous allez avoir un stock en termes d'habitants qui nécessite plus de logements, qui nécessite plus de construction des écoles, des routes, des bâtiments. Le problème n'est absolument pas à ce niveau. Démographique, le problème se trouve dans la direction que prennent nos revenus. Les deniers publics, où vont-ils? C'est plutôt là que se trouve le problème. Il ne faut pas... Là, vous êtes en train d'agiter des théories économiques pour voiler une réalité concrète, sociale. Il y a un détournement massif de fonds. Il y a un détournement massif des fonds qu'il faut remettre en place. Il y a des fonctionnaires fictifs qu'il faut dégager. Il y a des gens qui ne méritent pas d'être salariés, qui sont payés sur nos deniers publics qu'il faut dégager. Il y a des personnes qui occupent des bâtiments publics qu'il faut dégager. Il faut nommer des bonnes personnes au bon poste, etc., etc., etc. C'est une question politique globale. N'allez pas nous distraire avec toutes ces données économiques qui, en l'occurrence, ne nous servent à rien. Parce qu'avant de faire une analyse... Est-ce qu'on peut parler, M. Béral? Vous avez l'habitude, dans un débat, je termine. de chercher à bloquer votre intérêt de parler. Non, je ne cherche pas à trop vouloir... Je ne sais pas à vous bloquer. C'est pas à trop vouloir parler, à trop vouloir crier. Je ne cherche pas à vous bloquer. D'accord. Mais laissez-moi le temps. Oui, mais laissez-moi terminer. C'est votre stratégie, c'est votre tactique. Il faut que je termine. C'est votre tactique pour appliquer, de crier fort, pour appliquer des données, empêcher l'autre personne à parler. Appliquer des données économiques je vous laisse dans une parler, analyse. mais je vais intervenir après. Oui. Donc, pour appliquer des données économiques dans une analyse, il faut d'abord que les conditions de base soient respectées. Vous êtes en train d'appliquer une formule là où ça ne correspond absolument pas. Les problèmes du Tchad n'ont rien à voir avec ces réalités de théorie économique que vous dites. Non, nous sommes dans un contexte où l'argent est volé. Vous voulez que je le dise en français plus simple comme ça? L'argent est pompé par des individus. C'est de ça qu'on parle. Arrêtez tous ces tableaux de correspondance entre démographie, production, etc. Non, ça c'est une vieille chanson, on la connaît là. On la connaît, mais elle n'a pas sa place. Monsieur Béral, est-ce que je peux parler? Oui, vous pouvez parler. Allez-y, monsieur Kébir. Est-ce que je peux parler? Mais pourquoi pas? Vous pouvez parler. On est en démocratie. Merci beaucoup. Parce que c'est votre tactique à parler très fort et pour donner l'impression qu'on a raison ou bien qu'on a des arguments. Ce n'est pas à trop vouloir parler très fort. Moi, je suis philosophe. Moi, je suis philosophe. Un philosophe ne doit pas parler très fort et trop... crier pour avoir raison. Non, mais on ne doit pas crier. Mais je ne vais pas vous laisser faire fausse route. Non, vous ne pas crier. Quand vous dites quelque chose de faux... Monsieur Kébir, allez rapidement sur le sujet. Quand vous dites quelque chose de faux, je ne peux pas vous laisser continuer. D'accord. Allez-y. Voilà. Donc, je vais revenir. Oui. Le 20 ans de pétrole
ce n'est pas seulement la question du détournement, c'est une réalité. Personne ne peut nier aujourd'hui que le niveau détournement ou l'accaparation du bien public par certains individus, certains fonctionnaires corrompus, certains dirigeants corrompus, ça c'est une réalité. Ça entre dans le registre des mauvaises gouvernances en matière. D'ailleurs, j'ai dénoncé dans ces pays la mauvaise gouvernance dans ces pays. Donc on n'a pas dit que les 20 ans de pétrole était un bilan largement positif. Il n'y a pas des aspects négatifs, il n'y a pas des éléments sur lesquels on peut caractériser la mauvaise gouvernance. Le niveau de la corruption, le niveau détournement des deniers publics, c'est une réalité et tout le monde reconnaît. C'est l'un aussi des éléments que je voudrais évoquer en matière aussi pendant les 20 ans de l'exploitation du pétrole. Allez-y, M. Kébir, une partie des revenus du pétrole a été dilapidée, détournée. On connaît des individus qui ont détourné des milliards de francs CFA dans ces pays. Mais je voudrais au moins toucher, c'est un élément qui est possible, qui est aussi facile à savoir. Le fait de penser que le pétrole du Tchad pourrait résoudre tous les problèmes du Tchad, c'est une utopie. Le pétrole du Tchad, c'est une quantité très limitée. C'est les réserves de Doba, à peine 1 milliard de barils. C'est déjà complètement épuisé parce que la durée de vie de l'exploitation du bassin du Doba, c'est combien? C'est 25 à 28 ans. Et nous sommes déjà 20e année. Donc il reste quelques années pour que le pétrole du bassin du Doba soit épuisé, à moins qu'on doit faire de nouvelles découvertes. Très bien. Monsieur Kébir, vous êtes économiste. Quelles sont les perspectives d'avenir pour l'industrie pétrolière au Tchad? Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'investisseurs qui viennent dans notre pays, bien que certaines compagnies pétrole ont déjà quitté le pays, à l'exemple de Esso, qui a déjà récupéré ses investissements, qui a fait de gros profits, parce que vous savez, à l'époque, l'exploitation du pétrole, le baril a été estimé, c'est-à-dire que la prévision était d'un baril à 34 à 35 $. Mais quelques années plus tard, les prix de baril ont augmenté jusqu'à 150 à 180 $, et toutes ces compagnies pétrolières dans le consortium ont engagé d'énormes profits, d'énormes revenus. Et finalement, ISO, lorsque a déjà engagé beaucoup de revenus et a décidé de quitter le projet, parce que c'est l'opérateur principal, c'est à peine 4 milliards de dollars sur l'investissement avec ISO. À l'époque, vous avez les Chevron, Petronas, ont investi autour presque 4 milliards de dollars, mais eux, ils ont déjà récupéré leur investissement. Et c'est comme ça que ISO est parti de façon, je peux dire, malhonnête, de façon aussi... aujourd'hui, le Tchad doit réclamer beaucoup d'argent à ISO en termes aussi de revenus, en termes aussi des impôts et taxes, jusqu'avec son départ d'ISO, puis l'arrivée des Savannah qui est contesté, et c'est un contentieux qui reste encore, ce qui a causé aussi beaucoup de dommages à notre pays. Donc en termes de perspectives, je vois donc nous avons au Tchad le plan de nation de développement PND, très rapidement, qui n'est pas toujours bien respecté. Donc on a un problème de planification dans ces pays, on a un problème de mise en œuvre de cette planification. Nous avons aussi un problème aussi de suivi et évaluation de tous ces projets de développement du pays. Donc il faut encore revoir pour avoir un bon plan de développement pour assurer la diversification de l'économie, assurer le climat des affaires, combattre la corruption, la pauvreté qui gangrène, l'administration qui gangrène aussi beaucoup de secteurs. Et à la fin, il faut avoir une gouvernance financière économique saine pour appuyer le développement économique et diversifier l'économie tchadienne en exploitant déjà nos ressources naturelles. Vous savez, c'est le pétrole, le bétail. Le Tchad a plus de 120 millions de têtes de bétail, mais aujourd'hui l'industrie du bétail reste carrément au point zéro. Il faut l'exploiter, il faut transformer nos produits de base en industrie pour permettre... Merci M. Kébir. Nous allons revenir au conseiller Beral rapidement, en 1 minute, avant qu'on entende le thème de la transition tchadienne. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça? Rapidement, oui, en 1 minute. Oui, très vite. Je voudrais dire simplement que quand M. Kébir dit qu'il serait une utopie de penser que tous les problèmes du Tchad seraient résolus par le pétrole, mais personne n'a jamais pensé ça. Si, est-ce qu'il existe un seul pays au monde, vous pouvez me citer un seul pays au monde qui a réglé tous ces problèmes, même avec une diversification de l'économie? On ne le peut pas.
La question n'est pas de régler tous les problèmes dans un pays, même les problèmes d'un individu. Personne ne les résout tous, c'est impossible. Le but de la gouvernance politique, c'est d'offrir le plus grand bonheur possible au plus grand nombre possible. C'est simplement ça. C'est que nous avons la chance d'avoir une richesse comme le pétrole, nous devons l'utiliser avec intelligence afin que le nombre de personnes qui souffrent s'amoindrisse d'année en année, pas que ça grossisse comme on le fait maintenant. Vous avez, aujourd'hui, on nous a annoncé la gratuité des premiers soins dans les hôpitaux. Ça n'existe plus. Vous avez d'année en année des projets contre la malnutrition infantile, contre la mortalité, etc. dans nos régions, qui ne reculent jamais. Vous avez toujours les mêmes qui deviennent de plus en plus riches et les mêmes qui sont de plus en plus miséreux, tirés vers le bas. C'est plutôt de cela qu'il s'agit. Personne n'a l'ambition. Personne n'a l'ambition. Même le bon Dieu, aujourd'hui, n'est pas encore arrivé, puisque l'humanité a toujours des pauvres. Alors, si Dieu n'est pas parvenu à faire quelque chose, paraît-il qu'il est tout-puissant, nous, on va faire ça comment? Alors, très bien. L'ambition n'est pas de tout régler, bon, mais d'améliorer, d'aller vers le mieux. On va la transition. D'accord, on va laisser ce débat-là qu'il aborde. On va se concentrer sur le thème de la transition, parce que l'actualité aussi, c'est la célébration de l'an 1 de la deuxième phase de la transition politique au Tchad. Une question simple qu'on a envie de poser rapidement. Monsieur Kébir, est-ce que la transition tchadienne est sur la bonne voie? C'est une question très pertinente et on ne peut répondre par oui et par un non, mais de façon globale, la transition tchadienne comparée à la transition dans certains pays est en bonne voie. Je ne peux pas dire très en bonne voie, mais en bonne voie parce qu'il y a des indicateurs, il y a des éléments sur lesquels on peut... Quels sont ces indicateurs rapidement? Aujourd'hui, après la mort tragique du maréchal en avril 2021, les pays étaient dans une situation de guerre civile, d'instabilité, et d'ailleurs, n'eût été la sagesse des forces de défense, des dirigeants ou bien, je ne sais pas, des hauts officiers de l'armée, je crois qu'on aurait tombé dans la situation actuelle auquel le Soudan se trouve en ce moment. Donc, en matière de stabilité, de façon rapide, aujourd'hui, dans la transition, si on peut citer des aspects positifs, c'est la stabilité dans notre pays, la paix dans notre pays, et aussi la sécurité dans notre pays, comparé quand vous voyez d'autres pays comme le Niger, comme le Mali, comme... Est-ce que les Tchadiens vivent en sécurité, M. Kébir? Oui, de toute façon, les Tchadiens vivent dans la sécurité. Aujourd'hui, M. Béral a quitté son domicile pour venir ici sans risque, sans rien subir. Mais si vous parlez de l'insécurité sur bien des personnes, ça existe. Mais quand je parle ici de la sécurité, c'est la sécurité nationale, la sécurité des institutions, la sécurité au niveau du fonctionnement du pays, la sécurité au niveau de la stabilité, au niveau aussi les populations vont pacifiquement dans leur... et aussi la continuité des services de l'État. Merci. À ce niveau. On revient s'il s'agit des cas de personnes tuées, et ça existe. Et malheureusement aussi, nous avons connu, là je dois aussi le dire honnêtement, la question des conflits intercommunautaires. Nous avons vu pendant la transition, les niveaux de conflits intercommunautaires ont beaucoup augmenté dans notre pays. Plus de 500 Tchadiens sont morts, tués. La transition est sur une bonne voie selon certaines raisons que M. Kébir a avancées. Est-ce que vous partagez son avis, conseiller Béral? Non, non, absolument pas. La transition n'est pas sur une bonne voie. Et ça, je le dis en toute conscience et avec beaucoup de regrets, parce que je fais partie des personnes qui ont pensé que la plupart du cheptel politique a pris la conscience qu'il faille faire les choses autrement pour changer. Mais depuis le sortir du dialogue national qui se voulait inclusif et souverain qui plus est, que des parjures ont été constatées. Parce que la plupart des résolutions qui ont été prises pour que notre pays reparte sur de bonnes bases d'égalité, de justice, que nous conjurions les mots qui ont constitué des lèpres pour notre société pendant si longtemps, toutes ces résolutions-là ont aussitôt été trahies au sortir du dialogue national inclusif. Entre autres, vous avez vu le massacre disproportionné qui a été apporté comme réplique aux marches
même si elles avaient été, elles aussi, débordantes. Je ne suis pas de ceux qui disent marche pacifique. Je sais qu'il y a eu des débordements, mais la réplique apportée par les forces de l'ordre et de sécurité était complètement disproportionnée. C'est un État qui écrase ses enfants, qui écrase sa jeunesse. Donc l'introduction était déjà mal faite. Ensuite, la trahison de la parole publique. Lorsque les gouvernants sont capables de dire une chose aujourd'hui, nous tendons la main, nous accueillons tout le monde est égal, vous pouvez rentrer chez vous, etc. Après, on dit non, il y a certaines personnes qui ne doivent pas rentrer parce qu'ils ont d'une qui n'a pas le droit de rentrer? Ils sont d'une tchadienneté légèrement... Citez-moi qui est empêché, légèrement moindre. Je vais vous citer plus tard. D'accord. Légèrement moindre. Parce que si vous parlez sans précision, il y a des Tchadiens qui sont apparemment d'une moindre tchadienneté que d'autres. Donc, quand on parle, on dit une chose le matin, le soir, on en dit le contraire. Lorsqu'il y a un cafouillage total comme ça, on ne peut pas espérer que la suite soit de bon augure. Et autre chose, je l'ai dit à demi-mot. Mais j'attends qu'il me cite des Tchadiens qu'on les empêche de rentrer. Je l'ai dit à demi-mot. Parce qu'il ne faut pas un discours creux, un discours sans référence, pour nous faire croire que... Monsieur Kébir, depuis la transition, vous êtes ici pour encenser un régime, moi pas. Moi, je suis ici pour défendre les valeurs républicaines. Vous êtes là pour encenser un régime, pour lui passer... Quel régime? Pour lui mettre... Pour sortir votre encensoir. Ça, c'est votre rôle, je le respecte parfaitement. Non, parce que... Moi, j'agis ici... Qui a été empêché par sa volonté un légionnaire des valeurs démocratiques et républicaines. Et quand les choses ne vont pas, il faut les dire. On n'a pas le droit, dans un État, de dire une chose et son contraire tout le temps. Cela ne peut pas fonctionner. On a pris une résolution simple du genre au niveau du dialogue national. Je ne sais pas si vous y étiez. Une des résolutions était la démilitarisation de l'administration territoriale. Aujourd'hui, la quasi-totalité des gouverneurs des provinces sont des généraux. On a trahi cette résolution. On a dit l'égalité entre les Tchadiens de toutes parts. Regardez les décrets et les arrêtés qui sortent. Nous sommes malheureusement un pays où il suffit de regarder le patronyme d'une personne pour savoir de quel côté du pays il se trouve. Regardez les nominations qui sortent. Où se trouve l'égalité? Le conseiller Béral a parlé des événements malheureux du 20 octobre. Enfin, je crois qu'il est... Monsieur Béral... La mise en route de la commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel. Une grosse escroquerie politico-intellectuelle. Le faux est parti de là. Voilà, ça c'est la semence même du désordre que nous aurons demain au sortir de cette transition. Nous allons revenir tout à l'heure sur la question rapidement. La mise en place de la Conneray est un monument de malhonnêteté. Monsieur Béral, vous avez parlé des événements malheureux du 20 octobre. Oui. La question qu'on aimerait poser à Monsieur Kébir, qu'est-ce que les événements malheureux du 20 octobre ont changé dans le processus de la transition tchadienne? C'est un événement malheureux. C'est un événement condamnable puisque des Tchadiens qui sont décédés. Moi, je pars sur des faits avérés par des arguments avec des chiffres. Contrairement à mon ami Béral qui fait un discours périphérique et un discours superficiel. Vous voyez? Donc, quand on évalue, quand on analyse une transition, ce n'est pas sur des questions superficielles, ce n'est pas sur des questions périphériques qu'on fait. Bon, quand les Tchadiens se font tuer, c'est superficiel pour vous? J'ai dit que je condamne. Un chef d'État qui parle et qui ne respecte pas, c'est superficiel pour vous? J'ai dit. Quand on militarise les régions, c'est superficiel pour vous? J'ai dit très bien. Vous avez une définition spécieuse de la superficialité quand même. C'est votre technique d'empêcher l'autre de parler. Je ne vous empêche pas de parler. Mais donc laissez-moi. Je vous ai dit que je ne vous laisserai pas poursuivre des bêtises. Vous avez pris le temps. Dites des choses intelligentes et je vais vous laisser parler. C'est pas vouloir trop crier qu'on a raison. Si vous dites des bêtises, je vous arrête. C'est pas trop crier qu'on a raison. Je ne vais pas vous laisser dire des bêtises sur ce plateau. Attendez, monsieur Béral. Monsieur Kébir, j'ai pris mon temps pour venir. Je ne suis pas venu ce soir ici sur ce plateau pour entendre des inepties. C'est pas à trop... Tirer sur des gens en main nue, vous trouvez que c'est superficiel, vous? J'ai dit très bien, j'ai condamné l'événement du 20 octobre. Alors, qu'est-ce qui est superficiel? Qu'est-ce qui est superficiel dans mon discours, s'il vous plaît? Je peux continuer?
continuez. Si ce n'est pas bête, je vais vous laisser. Ok, je vais continuer. Si c'est des bêtises, je vais vous arrêter. C'est promis. Je vais continuer. C'est votre méthode d'interrompre votre interlocuteur et à trop vouloir crier très fort, cela signifie que vous avez raison ou bien vous avez des arguments. Voilà, je vais continuer. Allez-y, rapidement. Voilà, rapidement. D'abord, je vais un peu corriger ce que vous avez dit que l'an 1 de transition et la deuxième phase. Nous avons d'abord connu la phase de la pré-transition. L'an 1 de la deuxième phase de la transition. Voilà, très bien. C'est ce qui s'est dit même par les autorités. La transition a commencé dès le début de la mort, du décès du président. Ça, c'est le vocabulaire de certains hommes politiques des médias. La transition a commencé lorsque le Conseil militaire de transition a été mis en place, lorsque un gouvernement de transition a été mis en place, donc la primature a été créée. Le Premier ministre parle de la deuxième phase de transition. J'ai dit, ça c'est des terminologies ou bien des vocabulaires propres. La transition a commencé, nous avons connu une phase de 18 mois. Et nous avons la charte, M. Béral était là, Donc nous avons connu une première phase de la transition, cette deuxième phase. Et la deuxième phase a 2 étapes. C'est pour 24 mois, non? Donc déjà, on a déjà consommé une année, il reste une année et après on va aller aux élections. Donc on a fini une phase de transition de 18 mois. Et maintenant, avec les dialogues, malheureusement, j'étais à l'étranger, je n'ai pas pu assister au dialogue, mais j'ai suivi presque en direct et tout ça. Il y a beaucoup de résolutions. Moi, aujourd'hui, je suis membre de la commission technique d'appui au comité de pilotage pour le suivi et mise en œuvre des résolutions et recommandations du dialogue. Et on travaille, on voit les résultats. Aujourd'hui, parmi les résultats... Si je peux donner un peu d'estimation, aujourd'hui, un peu plus de 40% des résolutions du dialogue ont été appliquées et mises en œuvre. Parce que ce n'est pas aussi facile. Il y a certaines résolutions qui nécessitent beaucoup de temps, d'autres nécessitent du budget, il y a d'autres qui nécessitent aussi un peu du temps. Donc, on ne peut pas réaliser toutes les résolutions et recommandations du dialogue en 24 mois. À titre d'exemple, par exemple, aujourd'hui, le dialogue a recommandé de créer une compagnie nationale. Maintenant, créer une compagnie nationale, ce n'est pas du jour au lendemain. Par exemple, créer certaines institutions, rétablir certaines institutions. Tout cela aussi nécessite de ressources. Et vous savez très bien que la transition est financée en grande partie par l'État tchadien, par les trésors publics. Je vous donne quelques chiffres. Aujourd'hui, beaucoup d'institutions ont été créées, beaucoup de recrutements ont été faits au niveau de la fonction publique, ces institutions qui ont été créées ont nécessité aussi du personnel. Aujourd'hui, la masse salariale, en 2016, l'une des raisons des 16 mesures, c'est de réduire les trains de vie de l'État. À l'époque, la masse salariale estimée à 366 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, nous sommes au-delà des 450 milliards de francs CFA. Monsieur Kébi, vous avez dit qu'à la fin de la transition, il y aura des élections et le conseiller Béral a aussi fait mention je crois que c'est le seul aussi de la CONREC, bien sûr. Oui. Donc, est-ce que la révision du fichier électoral sur le plan national est achevée par la CONREC? Maintenant, on est en train d'aller en dehors du pays pour les Tchadiens de l'étranger. Alors, la question que je voudrais poser, c'est peut-on s'attendre à des élections libres, crédibles et transparentes à la fin de la transition, M. Béral? Oui. Avant de répondre à votre question, je voudrais interroger M. Kévir sur son goût pour la numérologie, parce que ça, j'appelle même pas de chiffres. Non, ce n'est pas de numérologie, je parle de statistiques. C'est de la numérologie. La numérologie et la statistique, c'est des domaines différents. Vous faites de la numérologie, ce n'est pas de l'économie que vous faites. Parce que vous sortez des chiffres de quel bonnet, je ne sais, ou de quel béret, puisqu'on est sous un régime militaire. Vous les sortez de quel béret, moi je ne sais pas. Sur quoi vous vous fondez? Béral, vous avez voté le budget de l'année passée. Vous n'allez pas tout le temps nous rabâcher. Quand on vous pose des questions, répondez-y. Au lieu d'allier des chiffres comme des caches secs, qui ne cachent pas grand-chose d'ailleurs, pour voiler des réponses que vous ne voulez pas donner. J'ai l'impression... Je vous dis la chose, pour répondre à votre question, pour répondre à votre question, nous n'allons pas déboucher sur des élections transparentes, pour une raison simple. Il y a un vieil adage qui dit que les chiens ne font pas des chats. Je vous dis que la constitution de la CONREC, cette connerie nationale-là, si elle n'est pas remise à plat, il n'y a rien de bon qui sortira de là. Je l'ai dit partout, je l'ai dit à l'hémicycle, je l'ai dit à toutes les occasions officielles. La CONREC a été constituée avec une malhonnêteté proverbiale. Une malhonnêteté proverbiale parce qu'une grande partie des Tchadiens qui ont une autre sensibilité
ont été écartés. On a utilisé une méthode corporatiste pour recruter les gens. Imaginez, je vous donne un exemple. On prend 15 éléments du Conseil national de transition, mon institution, et 15 éléments du gouvernement pour constituer la CONEREC. Alors, très bien, plutôt que de prendre déjà par sensibilité. Aujourd'hui, la grande question qui secoue le Tchad, c'est la question de la forme de l'État. On aurait voulu que ce soit 50% des défenseurs du fédéralisme et 50% des défenseurs de l'État unitaire qui soient représentés. On dit non, on prend les gens par corporation. On prend, par exemple, dans le milieu de la presse, on prend quelques personnes, dans le milieu de la société civile, dans le milieu politique, tout en sachant qu'une corporation ne représente en rien une sensibilité. C'est une escroquerie. On peut être de la même corporation et ne pas être de la même sensibilité. La CONAREC n'est pas l'affaire des partis politiques et des hommes politiques. À partir du moment où la CONAREC est un crachoir, c'est un crachoir, je le dis, je pèse mes mots, c'est un crachoir sale comme pas possible, il n'en sortira rien de bon. Alors, absolument rien. Nous redonnons la parole rapidement à la CONAREC n'est pas une affaire des partis politiques. Rapidement. La CONAREC doit être représentée aussi par la société civile, par les personnes ressources, par aussi d'autres institutions. Donc, monsieur Béral ignore complètement même la composition et même la mission de la Vous n'avez rien compris de ce que j'ai dit. Vous n'avez rien compris de ce que j'ai dit. Monsieur Béral confond entre... Demandez-moi de vous reprendre. Vous êtes en train de contester une thèse qui n'a jamais existé sur cette table. Monsieur Béral, Monsieur Kébir, demandez-moi de vous reprendre. Ne confondez pas entre la CENI et la CONAREC. Demandez-moi de vous reprendre. Demandez-moi de vous reprendre la formule avant de la contester. Et la CONAREC n'est pas une affaire de parti politique. La CONAREC doit être représentée par aussi. La société civile doit être aussi représentée au niveau de la CONAREC. Très bien. Monsieur Kébir, vous avez répliqué au propos du conseiller Béral. Non, ce ne sont pas mes propos. Il a répondu à sa propre imaginations. Nous sommes en train de tendre vers la fin de l'émission. Ce à quoi il a contesté. La question qu'on aimerait savoir. Ce qu'il a contesté, je ne l'ai jamais dit. On a posé la même question au conseiller Béral. On vous donne également la chance à vous de répondre également à la question en 1 minute et on est déjà à la fin de l'émission. Vous avez 1 minute exactement pour répondre à cette question. Est-ce qu'on aura des élections libres, transparentes et crédibles à la fin de cette transition? C'est le souhait de tout le monde. Le souhait de tout le monde après l'année prochaine, c'est-à-dire qu'il reste une année, si on finit, organiser des élections libres, transparentes, crédibles et les perdants félicite les gagnants, c'est cela tout le monde. C'est même la noblesse même de la démocratie. Maintenant, pour atteindre cet objectif, il existe des conditions. D'abord, la volonté politique. D'abord, au niveau la série prochaine qu'on va mettre en place, sa composition, le moyen mis en place, aussi l'honnêteté aussi des hommes politiques. Donc, il y a beaucoup de conditions qu'on va mettre en place pour parvenir à cet objectif qui est le souhait de tout le monde, pour qu'à la fin de cette transition, un président élu par les Tchadiens, sans contestation, sans violence, puisse être constaté. Et, vous me permettez, je constate que notre conseiller national, M. Béral, il a la phobie aux statistiques. Malheureusement, je n'ai pas un remède. Si M. Béral a une phobie aux statistiques, aux chiffres, malheureusement, je n'ai pas un remède, mais je l'encourage vraiment à s'intéresser aux statistiques. Monsieur Kébir, comme vous avez la parole... Un conseil qui ne maîtrise pas les chiffres, qui ne maîtrise pas les statistiques, je ne sais pas comment il peut demain faire un programme politique. Monsieur Béral, comme vous avez la parole, Monsieur Kébir, comme vous avez la parole, on va finir avec vous, on est déjà à la fin de l'émission, on va finir avec vous, votre mot de fin à l'issue de cette émission. Mon mot de la fin, c'est d'abord... rapidement, en 1 minute. Rapidement, je constate aujourd'hui le courage, aussi la volonté des Tchadiens pour que la paix, la sécurité, le vivre ensemble, la réconciliation nationale puisse continuer, doit être une réalité. Aujourd'hui, comme tout le monde connaît, surtout la sécurité du pays, la stabilité. Et la question de la bonne gouvernance, c'est toujours, j'ai parlé sur la question de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance a des branches qui est la justice, l'égalité, la question du mérite, la question de l'état des droits, la question du respect des libertés publiques et individuelles, la question de circulation libre des biens des personnes, la question aussi de liberté de la presse. Et à la fin, c'est il faut que dans notre pays, l'alternance devienne une réalité. Merci, parce que depuis l'indépendance, le Tchad n'a jamais connu une alternance démocratique, c'est-à-dire celui qui est au pouvoir
cède le fauteuil présidentiel au président qui est élu, choisi par les Tchadiens sans contestation. Merci, M. Je serais très heureux vraiment d'assister à cet événement. Sans l'alternance démocratique dans notre pays, les cycles de violence, les cycles de contestation vont se reproduire et on va rester encore dans... M. Kébir, merci. Merci, M. Kébir. Nous allons revenir au conseiller Béral Mbaye-Koubou. On est à la fin de l'émission. À l'issue de cette émission, quel est votre mot de fin? Bon, je terminerai avant de dire mon mot de fin, je vais dire juste à M. Kébir que je n'ai pas la phobie des chiffres. Vous n'aimez pas les chiffres? Non, pas que j'aime pas les chiffres. Vous contestez même les chiffres. Je déteste les statistiques fictives. Les statistiques qui viennent du diable vauvert comme les vôtres, je ne les aime pas. Parce que vous les sortez de nulle part. Dès le début de l'émission, il n'a même pas un seul chiffre. Vous les sortez de nulle part. Vous les sortez de nulle part. Les chiffres fictifs, moi je ne les aime pas. Dans tous vos propos, si vous apportez des vrais chiffres, aucun chiffre. C'est malheureux. Vous apportez des vrais chiffres. On peut parler du pétrole. Si vous apportez des vrais chiffres, je vous croirai. Mais les chiffres qui viennent du diable vauvert, non, je n'y croirai pas. Alors, mon mot de fin, c'est de dire que nos autorités, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, doivent apprendre sur les erreurs de leurs prédécesseurs. Je dis parce qu'ils n'ont pas l'air d'en avoir pris conscience. Ils doivent apprendre sur les erreurs du passé et réorienter complètement, réorienter leur braquet afin que nous allions vers le meilleur. Sinon, à moins que notre destination commune soit l'enfer. Si nous voulons aller en enfer, il n'y a pas de problème. Là, on est sur le bon chemin. Il faut continuer. Mais si ce n'est pas l'enfer qui est notre visée et que nous voulons nous développer comme les autres pays, alors il faut changer de braquet. Il faut changer de braquet et faire autrement. Nous avons une chance qui est là, cette période transitoire que nous sommes en train de dilapider. On aurait dû la saisir. Et il est temps encore de le saisir et puis réorienter les choses. Parce que, comme le dit le géant rappeur MC Solar, le facteur chance ne sonne jamais deux fois. Quand vous avez une chance ultime comme celle-ci, il faut la saisir, sinon c'est foutu. Et nous avons longtemps parlé du pétrole. Le pétrole a été une malédiction pour nous. Pourquoi? Pour une raison toute simple, et c'est là-dessus que je vais terminer. On a enlevé tout parapluie économique et financier aux futures générations, mais entre-temps, le pays aligne une chaîne de montagnes de dettes que les mêmes futures générations vont payer plus tard. Lorsqu'un État ne lègue rien à ses futures générations que son passif, en lui enlevant tous les moyens d'arriver à ce même futur, cet État-là peut tout être, sauf un État responsable. C'est là-dessus que je termine. Merci, merci M. Béral Mbaye-Koubou. Si vous me permettez, on a la fin de l'émission. Je suis ravi on a la fin de l'émission, M. Kébir. Je comprends que vous ayez encore envie de répliquer, mais on va s'arrêter ici. Donc, merci à vous, M. Kébir Mohamed Abdoulaye. Je rappelle que vous êtes économiste et directeur des statistiques et de la communication. On comprend les chiffres alors. De l'autorité de régulation et des marchés publics. Et merci vraiment de répondre à notre invitation. Merci beaucoup. Et le conseiller national Béral Mbaye-Koubou, je rappelle qu'il est conseiller national au Conseil national de transition. Merci vraiment de répondre à notre invitation et surtout de répondre à nos questions. C'est un honneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. C'était une émission enrichissante. Vous avez appris beaucoup de choses en compagnie de nos invités qui se sont livrés à nous en répondant à nos questions. Et ainsi s'achève cette émission. On se donne rendez-vous prochainement pour un autre numéro de votre émission Face à Face. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et bonne suite de programme sur Tchad Info TV.